de ces éléments de réponse aux questions qu'on peut se poser sur la cause au départ qui viennent de l'énergie. Et je vais passer tout de suite du coup la main à Benjamin pour aller plus loin sur ça. Benjamin? Merci Jason. Très bonne transition. On va sortir un petit peu du sujet du climat pour recentrer un peu la question sur l'énergie, indépendamment de questions de changement climatique, mais peut-être un petit spoiler, où on verra dans la partie suivante que c'est un peu lié. Le constat qu'on fait ici, c'est la première chose dont on se rend compte quand on regarde un peu les chiffres, c'est qu'on vit dans une ère d'abondance énergétique assez incroyable. Le tableau qui est présenté ici, on compare à gauche les besoins alimentaires d'un être humain. Comme tout animal, un être humain convertit de l'énergie qui a été captée par le soleil et par les plantes, et ensuite il en fait la pérennité de sa vie et puis de son exercice physique et sa réflexion. Mais à côté de ça, on a une autre consommation d'énergie qui est assez spécifique à l'espèce humaine, qui est une énergie, alors utilitaire et récréative, ça regroupe tout ce qu'on met dans les chiffres de consommation d'énergie. C'est ce qui va nous permettre de construire notre société, de travailler, de produire des matériaux, de produire des biens, des services, et également il y a aussi un aspect récréatif qui consomme aussi de l'énergie. Les chiffres qui sont présentés, ils sont là pour donner quelques ordres de grandeur. Retenez pas les chiffres précis, puisque c'est des calculs qui sont assez simples, même s'ils sont basés sur des sources sérieuses. On a une première comparaison, si vous regardez à gauche, en nombre de kilocalories. Une personne humaine a besoin pour vivre de 2300 kilocalories par jour, ce qui correspond à 0,08 tonnes équivalent pétrole à l'année. À comparer avec ce qu'on consomme d'énergie en dehors de cette question alimentaire. Et on voit que en moyenne dans le monde, on est plutôt à 2 tonnes de pétrole. Et qu'en moyenne en France, on est largement au-dessus, puisqu'on est à 3,7 tonnes. Et encore, ce chiffre-là ne tient pas compte des énergies importées, c'est-à-dire l'énergie qui a été consommée pour les biens qu'on importe. Et quand on regarde ces éléments-là, les chiffres sont encore plus élevés. Une autre comparaison qu'on peut faire, c'est en termes de travail humain, combien il faudrait de personnes pour produire l'énergie que chacun de nous utilise quotidiennement. Donc c'est une notion qui est assez parlante que j'ai mentionnée ici. C'est la notion d'esclave énergétique. Elle est assez parlante parce qu'elle est forte. On se dit, pour avoir l'équivalent de tout ce qu'on utilise comme énergie tous les jours pour nos transports, notre alimentation, notre eau chaude, notre chauffage, etc. Et surtout, on le verra, les produits qu'on achète et qui ont consommé de l'énergie pour leur production. Dans le monde, cette consommation d'énergie, elle correspond à 190 esclaves énergétiques, donc presque 200 personnes qui travailleraient à temps plein pour satisfaire les besoins du citoyen mondial moyen. Et si on regarde en France, évidemment, on est encore au-dessus, puisque en termes de consommation d'énergie, on est largement au-dessus. Et donc, ça correspond à environ 400 esclaves énergétiques. Ces chiffres-là, ils sont calculés à partir d'une méthode qui a été proposée par Jean-Marc Jancovici en 2011, en réappliquant les chiffres de consommation d'énergie. Donc, encore une fois, ce n'est pas des chiffres très précis, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Et on se rend compte qu'en fait, on a une consommation énergétique qui est énorme, extrêmement grande. La troisième comparaison qu'on peut faire, c'est qu'en fait, si on prend un hectare cultivé, cet hectare, il reçoit de l'énergie solaire toute l'année en fonction de l'ensoleillement. Et un hectare produit, en général, pour produire 1 tonne équivalent pétrole, il faut 2 à 4 hectares cultivés toute l'année. Ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait se dire, si on n'avait pas de pétrole et qu'on voulait par exemple produire toute notre énergie à base de biomasse ou de biocarburant, il faudrait 2 à 4 hectares cultivés pour la moyenne mondiale et 4 hectares cultivés pour la moyenne française. Et sachant que pour notre besoin alimentaire, on a besoin de 0,08 à 0,17 hectares. Pardon, les 3,7 hectares cultivés, c'est une coquille. Du coup, il faut faire la règle de 3. On est plutôt à 5 à 10 hectares en France. On corrigera ça dans la version qui vous sera diffusée. Et donc, ce qui est important pour se faire une idée, c'est qu'en fait, cette surface de quelques hectares, en fait, il y a 1 hectare pour 5 habitants dans le monde de terres arables. C'est-à-dire de terres qui sont cultivables. Si on veut en prendre plus, il faut déforester. Et encore une fois, déforester, ça émet des gaz à effet de serre.
Donc voilà pour un premier tableau sur à quel point on est en excédant notre consommation énergétique. Cette consommation énergétique, grosso modo, elle est principalement fossile. La première source d'énergie consommée dans le monde aujourd'hui, c'est encore le charbon, et elle est suivie de près par le pétrole et le gaz. Et donc toutes ces énergies, charbon, pétrole, gaz, sont des énergies fossiles. On va le voir, même si vous le savez déjà, en quoi c'est un problème. Pourquoi on peut accéder à une telle abondance énergétique? Parce qu'en fait, il y a eu des millions d'années durant lesquelles de la matière vivante, donc de l'énergie solaire qui arrivait sur des champs cultivés, des hectares pas cultivés, mais des hectares naturels de forêt, ont converti de l'énergie solaire en biomasse. Cette biomasse ensuite a été fossilisée et on consomme très rapidement ce qui a été consommé, ce qui a été pris dans l'énergie solaire au fil de millions d'années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut avoir une énergie extrêmement dense qui nous permet de consommer beaucoup d'énergie. Mais cette énergie, on va le voir, elle a un premier problème, c'est qu'elle est limitée, c'est-à-dire que les stocks sont finis, les stocks de cette énergie fossile, donc il faudra penser à l'après, à un moment donné. La question n'est pas du tout tranchée sur combien de temps il nous reste précisément, et c'est une question qui pourrait faire débat, et ce n'est pas l'objet de cette discussion, puisque de toute façon, il y a un autre problème qui se pose, et Jason va en parler dans la partie suivante, c'est que cette consommation d'énergie fossile émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et principalement du gaz carbonique. Jason, je te rends la parole. Eh ben, c'est pour toi celle-ci. Donc, oui, effectivement, cette consommation d'énergie fossile, on peut la comparer avec les émissions elle déclenche des gaz à effet de serre. Parce que quand on brûle des hydrocarbures, la combustion oxyde le carbone et en fait du gaz carbonique. Ce qu'on constate, c'est que cette concentration de gaz carbonique, si vous regardez à gauche, elle a augmenté en pic depuis le début de l'époque industrielle et elle atteint aujourd'hui des seuils qui sont largement supérieurs à ce qu'on a constaté sur les centaines de milliers d'années qui nous précèdent. Et pour revenir à des concentrations pareilles, il faut revenir avant l'apparition des plantes sur Terre. Or, cette concentration en CO2, elle a un impact qui est connu aujourd'hui et sur lequel il n'y a plus aucun doute. C'est le mécanisme de gaz à effet de serre qui fait que la température mondiale, en moyenne, augmente. Elle augmente en moyenne, ça ne veut pas dire qu'elle augmente partout et qu'elle augmente de manière régulière. Mais ça crée des changements climatiques, et ces changements climatiques, ils seront à mettre en lien avec les images que Jason vous a montrées sur le premier slide de cette présentation. Aujourd'hui, ces changements climatiques sont déjà constatés. On commence à les mesurer. Alors, dans ces sources d'énergie, dans ces sources d'émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les sources principales? La première, sans surprise, vous la voyez à gauche, c'est la combustion d'énergie fossile, dont on vient de parler, qui représente 90% des émissions de gaz à effet de serre. Il y en a une deuxième qui est quand même relativement importante, qui est le changement d'usage des sols, c'est-à-dire que si on coupe une forêt pour en faire de l'agriculture, en fait, cette forêt contenait du carbone organique. Cette carbone organique n'est plus stocké, puisqu'on va brûler le bois et ça remettra du gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce carbone-là ne sera pas capté tous les ans par la forêt qu'on aura coupée. Et donc, le fait d'avoir augmenté les terres agricoles pour produire de l'alimentation a aussi augmenté les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'on peut retourner en arrière en remettant en forêt des terres agricoles. Mais à quel prix? Donc en fait, on a deux leviers d'action principaux, parce que finalement, les réservoirs terrestres et les réservoirs océaniques, on n'a pas vraiment la main dessus. Les deux leviers qu'on a, c'est sur notre consommation d'énergie fossile, qu'il faut réduire, et sur les changements d'usage des sols, sur lesquels on peut même avoir un bilan positif éventuellement. Mais la question est compliquée, vous vous en doutez. On va passer très rapidement là-dessus. Le point qui est important, c'est de se rendre compte que, premièrement, la principale source la principale énergie consommée qui produit du gaz à effet de serre, c'est encore le charbon, malgré ce qu'on pourrait penser sur le pétrole. Et alors, elle était toujours en augmentation en 2015. En fait, elle a encore augmenté depuis 2015 ou 2017, où se termine ce graphique. Elle est toujours en croissance. Donc, on a beau développer des énergies renouvelables ou faire l'isolation thermique des bâtiments, on n'arrive pas à réduire notre consommation, on n'arrive pas à réduire la croissance de notre consommation en énergie fossile. Jason, je pense que je te rends la main à ce slide-là. Yes. Donc, on a vu le lien entre consommation d'énergie fossile et émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est d'avoir des ordres de grandeur sur les quantités de CO2
qui sont émises et qui sont à notre bilan. Donc, ce premier graphe, il présente les émissions directes sur le territoire français, 450 millions de tonnes équivalent CO2. C'est donc l'ensemble des émissions qui sont produites sur le territoire national, avec cette répartition où principalement c'est lié, donc, comme l'a dit Benjamin, aux énergies. Le 70 en comparaison des 90 qui étaient cités plus haut, c'est que 90 c'était sur le périmètre monde. Là, on est sur le périmètre de la France. Donc utilisé principalement par le secteur du transport, du résidentiel tertiaire, du bâtiment, l'industrie et l'industrie de l'énergie qui elle-même nécessite de l'énergie pour en produire. Et par ailleurs, l'agriculture qui est également nommée. Voilà. Et ce chiffre de 450 millions de tonnes, il correspond donc à 7 tonnes par personne. Pour autant, il y a d'autres valeurs que vous pouvez connaître, qui est le 11 tonnes par personne. Ça correspond à l'empreinte carbone individuelle d'un Français. Et la différence entre les deux, c'est que aux 450 millions de tonnes d'émissions directes sur le territoire français, on va ajouter toutes les émissions qui sont importées. C'est-à-dire à travers l'importation de nos biens, de nos services, quelle est la quantité de gaz à effet de serre que l'on consomme et qui correspond à notre empreinte, puisque c'est nous qui consommons ces biens et ces services. Donc, on va rajouter 400 millions de tonnes qui sont des émissions de CO2 importées. Et par ailleurs, on va faire l'exercice inverse, on va retrancher des émissions directes qui sont produites sur le territoire, tout ce que l'on exporte dans le reste du monde. Et donc, la somme le net de tout ça, ça donne l'empreinte carbone de la France, qui est non pas égale à 450 millions de tonnes, mais 750 millions de tonnes équivalent CO2, soit 11 tonnes par personne. Voilà pour la distinction entre ces deux éléments. Et du coup, si on regarde l'évolution de ces différentes sources d'émissions, et c'est le graphe qui est présenté ici, on se dit, OK, les émissions domestiques, elles ont diminué depuis 1995 pour arriver à ce qu'on a dit 450 millions. Mais par ailleurs, les émissions importées n'ont fait qu'augmenter sur la même période. Et donc finalement, le résultat de tout ça, c'est que notre empreinte carbone, l'empreinte carbone d'un Français, ou l'empreinte carbone française, elle est restée quasiment stable sur toute cette période, 95 jusqu'à encore aujourd'hui, parce que la réduction, l'effort qu'on fait pour réduire nos émissions directes, il est contrebalancé par l'ensemble des gaz à effet de serre, des émissions que l'on importe à travers notre consommation de biens et de services. Donc ça, c'est quand même deux éléments clés à avoir en tête, parce que derrière, quand on va décider des actions qu'on met en place, il va falloir qu'on agisse sur les deux leviers, à la fois sur ce qu'on produit nous, et puis aussi sur la façon dont on consomme et quelle est notre empreinte totale. Voilà pour ce slide. Et donc, justement, derrière, on se dit, OK, là, on a le constat. Derrière, on sait qu'on doit réduire nos émissions, mais dans quelle mesure et pour atteindre quel objectif? Les objectifs qui sont fixés et qui sont communs au niveau monde à une grande partie des pays, c'est les accords de Paris. C'est de se dire qu'on doit rester à l'objectif des 2 degrés pour essayer de limiter la température en deçà de 1,5 degré. Et donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'empreinte carbone qui était à 11 tonnes, donc 10,8 sur le graphe qui est ici, on doit avoir une trajectoire de réduction de nos émissions pour atteindre 2 tonnes par personne. Donc derrière, on va se poser forcément la question de se dire comment on fait pour diviser par 6 l'empreinte carbone d'un Français. Donc ça, c'est des valeurs qui font la norme et qui sont suivies à la fois par les individus et également par les collectivités, les organisations. Et par ailleurs, on a un document qui est produit par le gouvernement qui s'appelle la Stratégie nationale bas carbone, qui, elle, fixe également une trajectoire de réduction des émissions, mais cette fois-ci uniquement des émissions directes sur le territoire. Donc il faut, pareil, avoir bien ces chiffres en tête et en tout cas cette différence entre les deux. Dans un premier temps, on va demander à ce que l'empreinte carbone d'un Français soit divisée par 10 et passe de 11 à 2, donc un peu moins de 6. Et par ailleurs, la stratégie nationale bas carbone définit des budgets carbone. Donc là, ce que vous voyez sur le graphique, c'est qu'elle
elle a défini une trajectoire de réduction des émissions sur le territoire avec des budgets qui sont définis. Donc là, on a le 2019-2023, 2024-2028 et le dernier sur 2029-2033, avec entre 2020 et 2030, pardon, une réduction des émissions de 40% sur ce qui est émis sur le territoire. Sachant que, par ailleurs, l'effort qui est demandé, il peut être différent selon les secteurs. Et c'est principalement sur le bâtiment et sur le transport que les efforts sont demandés entre 2020 et 2030 pour réduire ces émissions. Mais toute cette stratégie nationale bas carbone, elle porte uniquement sur les émissions directes. Et donc, par ailleurs, il y a aussi des leviers à actionner sur la partie consommation des produits importés. Voilà pour la partie lien entre énergie-climat et maintenant les conséquences pour les entreprises. Merci Jason. Je vais passer très vite sur cette partie-là. Vous aurez la présentation et en fait, c'est un peu les sujets qu'on va aborder dans le cadre de l'atelier dans une grosse demi-heure. Donc, je vais aller vite. Le premier point à prendre en compte, c'est que les conséquences pour les entreprises du changement climatique, elles sont de deux ordres principaux. Le premier, c'est qu'il y a des conséquences directes du fait que les changements climatiques vont déclencher des problèmes, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, sur les infrastructures et ce genre de choses. Mais il y a une autre catégorie de sujets à prendre en compte quand on construit une stratégie à 10 ans aujourd'hui sur une entreprise, c'est qu'il va y avoir des contraintes liées aux efforts de réduction des émissions, que ce soit les efforts qui soient voulus ou qui soient réglementaires ou qui soient imposés par une clientèle. Ces efforts-là risquent d'être particulièrement lourds pour l'entreprise et en fait demanderont à l'entreprise de changer en profondeur son mode de fonctionnement. Et donc ça suppose dès aujourd'hui d'avoir une stratégie qui prenne en compte ces éléments-là. Et au-delà de ça, mais on va passer très vite, il faut bien prendre en compte que pour construire une stratégie d'entreprise à 10 ans, il n'y a pas que le risque de changement climatique, on sait qu'il y a d'autres risques en parallèle, notamment sur la dégradation de la biodiversité qui est très liée au changement climatique, mais aussi les risques sanitaires, on a vu avec le Covid, les risques liés à l'agriculture qui sont liés au changement climatique également, et potentiellement des risques indirects du changement climatique sur la réduction de la consommation d'énergie qui pourrait poser des problèmes de croissance, pour le dire très rapidement. On peut passer au suivant. Donc, le fait qu'il y ait tous ces facteurs qui sont assez nouveaux à prendre en compte suppose qu'on fasse aujourd'hui des efforts de réflexion sur une stratégie d'entreprise qui soit assez différente de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. En fait, la transition qui va devoir être faite, elle va être faite par les individus, par des réglementations du gouvernement, mais elle devra nécessairement aussi passer par des décisions stratégiques d'entreprise qui auront vu le coup venir et qui auront su préparer l'adaptation et la mitigation des risques qu'on encourt à 10, 20 ans. Là, le graphique que vous pouvez voir ici, on revient sur les chiffres présentés par Jason, donc divisé par à peu près 6, l'empreinte carbone du français moyen. Les chiffres que je vais vous présenter viennent d'une étude qui s'appelle Faire sa part, produite par le cabinet Carbone 4, qui est très intéressante, que je vous recommande. Et en fait, ils ont décliné ce qui était possible comme réduction quantifiée d'émissions de CO2. Et donc, on voit dans un premier temps les réductions qui sont possibles à l'échelle individuelle, c'est-à-dire un individu qui décide alors c'est présenté ici, d'acheter des produits d'occasion, de consommer local, de faire du vélo, moins de voiture, du covoiturage, de moins prendre l'avion, de moins manger de viande. Globalement, dans ce qu'ils appellent une hypothèse réaliste, on baisse de 10% l'empreinte carbone moyenne d'un Français. 10%, mais il faut bien qu'on arrive à 80%. En fait. L'étape suivante, qui suppose, au-delà d'une décision individuelle qui suppose des subventions ou des investissements ou des aides financières de l'État, c'est de faire des rénovations thermiques et des changements de chaudière qui vont coûter extrêmement cher pour un particulier, mais qui peuvent être aidés. On a le mécanisme de C2E, par exemple, qui vise ce point-là. Mais même avec cet ajout-là, si on prend que les actions faites individuellement par les Français, on n'arrive qu'à 20% de réduction, et du coup, il nous reste toujours 60% à combler. Et où est-ce qu'ils trouvent ces 60%? Ils les trouvent dans des transformations collectives, systémiques. Et c'est-à-dire que ce qu'on entend par collectif ici, c'est d'une part des réglementations du rôle de l'État, du rôle du public, mais c'est également et beaucoup le rôle des entreprises. Et c'est en réduisant les émissions directes ou indirectes de tous nos secteurs d'activité et du coup
des activités privées en particulier, qu'on arrive à une trajectoire qui permet de réduire les émissions de CO2 jusqu'à l'objectif de l'accord de Paris. Donc c'est sur ces points-là qu'on va travailler dans les ateliers tout à l'heure. Alors, je réactive mon micro. Merci beaucoup pour cette présentation complète. Maud, est-ce que rapidement, on a peut-être une petite question à ce sujet ou est-ce qu'on peut passer au témoignage? Alors nous, on n'a pas de questions, on a juste une question de Franck qui demande si ils auront la présentation. Donc oui, vous pourrez avoir la présentation juste après. Vous aurez la présentation. On vous enverra tout ça à la suite. Eh ben, merci beaucoup du coup le Shift Project pour cette présentation et cet état des lieux aujourd'hui sur la thématique climat-énergie.